Et donc on va s'intéresser, nous, à la consommation de ces produits, et également, on inclut aussi, nous, les médicaments, au sens réglementaire du terme, mais qui contiennent principalement la vitamine C UPSA par exemple, nous, ça nous intéresse aussi. Donc on a pu, grâce au questionnaire que vous remplissez régulièrement, mesurer la consommation de compléments alimentaires dans un large échantillon de l'accord Nutrinet Santé. Donc on avait à peu près 80 000 répondants pour ce questionnaire-là. Et on a confirmé, donc ce qu'on pensait, c'est qu'on n'est pas encore au niveau de consommation des États-Unis, où on a à peu près une personne sur deux qui en prend quasiment tous les jours de ces produits-là. Vous en avez vraiment à tous les coins de rue. Alors en France, c'est un courant qui est pour l'instant un petit peu moins développé, mais on avait quand même 40% des participants qui avaient pris au moins un de ces compléments-là dans les 12 mois précédant le questionnaire. Avec toute une multitude de raisons qui avaient été citées pour la prise de ces produits-là. Lutter contre la fatigue, rester en bonne santé, prévenir les maladies, des raisons qui sont, il faut l'avouer, dans l'état actuel des connaissances, pas forcément prouvées, mais en tout cas c'est ce qui était avancé, c'est ce qui motivait les consommations, et un fort pourcentage d'automédication. Ce sont des produits qui peuvent être donc vendus en vente libre, voire en grande surface par exemple, et donc on avait 45% de ces produits qui étaient pris en automédication et le reste qui était pris sur prescription ou avis médical. Alors la plupart du temps, c'était des consommations qui n'étaient pas ponctuelles, qui dans 60% des cas duraient depuis plus d'un an, et avec un trio de têtes de consommation qui étaient surtout du magnésium, de la vitamine B6, de la vitamine C. Et après, tout un ensemble de produits vraiment très complexes. On a toute une équipe de diététiciens qui est en train actuellement de faire un travail laborieux qui est de faire une table de composition de ces produits-là, puisque autant les médicaments, on sait très bien ce qu'il y a dedans et puis on a des bases nationales qui répertorient ça. Les compléments alimentaires, ce n'est pas le cas, et donc on a des diététiciens qui essayent de décrypter ce qu'il y a dans les 8000 produits que vous avez déclarés dans les questionnaires. On a répertorié 8000 compléments alimentaires différents qu'on essaye maintenant de décrypter pour savoir quels effets ils peuvent avoir sur la santé. Alors on a fait pas mal de chiffres, je vous mets ça en fond pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble en langage scientifique. Quand on traduit ça en français, ce qu'on a pu constater, c'est qu'en fait, les personnes qui prenaient des compléments alimentaires, c'était des personnes qui avaient, en tout cas qui pensaient bien faire à la base, et qui avaient vraiment une volonté un profil plutôt santé. Donc des personnes qui font plus d'activité physique, plutôt qui sont non-fumeuses, qui ont un indice de masse corporelle plus faible, donc moins en surpoids, moins obèses, qui connaissent mieux les recommandations du Programme national nutrition santé, et puis qui, par exemple, mangent plus d'aliments bio. Et on s'est aperçu, lorsqu'on a regardé leur consommation alimentaire, et qu'on a comparé aux personnes qui ne prenaient pas de compléments, eh bien que c'était des personnes qui globalement mangeaient beaucoup mieux, donc avec plus de fruits et légumes, plus de soupe, de légumes secs, de produits céréaliers, de poissons, et puis moins d'alcool, de viande rouge, de soda, de produits de snacking, etc. Ça paraît caricatural, mais c'est vraiment très, très net. Donc ce qu'on en a conclu, nous, à ce stade-là, c'est que bien vraisemblablement, les personnes qui prennent ces substances-là, ces vitamines, ces minéraux via les compléments alimentaires, c'était déjà les personnes qui en avaient le moins besoin, puisque avec une alimentation déjà plus équilibrée à la base. Alors on s'est aussi intéressé à différents groupes de population particulièrement stratégiques d'un point de vue santé, comme par exemple les femmes enceintes. Alors pendant la grossesse, on a des besoins qui vont être accrus en certaines substances, en certains nutriments. Ce qui est par exemple reconnu, c'est qu'on a des besoins importants en vitamine B9, donc l'acide folique, puisqu'on sait que lorsque l'acide folique est pris, alors si possible avant la grossesse, lorsqu'elle est planifiée, mais en tout cas sinon au tout début de grossesse, ça permet de prévenir des anomalies qui sont graves, des anomalies de fermeture du tube neural chez le fœtus. Donc il y a vraiment cette recommandation là en France de prendre cet acide folique avant et en début de grossesse. Et donc ce dont on s'est aperçu dans l'accord Nutrinet Santé, donc vous l'avez vu, on a quand même des personnes qui sont globalement plutôt plus éduquées, plus sensibilisées à ces problématiques nutritionnelles. Et bien même dans cette cohorte, les femmes enceintes étaient seulement une femme sur deux, 50%, à prendre cet acide folique en début de grossesse, donc c'était largement insuffisant, avec en plus des disparités sociales, c'est-à-dire que les personnes de catégories socio-professionnelles plus faibles, de plus faible niveau d'éducation, avaient encore moins tendance, ces femmes, à prendre l'acide folique. Et à l'inverse, on a noté tout un ensemble de consommation de compléments alimentaires qui étaient vraiment déconseillés, mais en tout cas une grande prudence par rapport à ces produits pendant la grossesse, avec certains compléments à base de plantes, dont déjà on ne connaît pas bien les effets en population générale, on va dire, et encore moins chez la femme enceinte et chez le fœtus.
Et puis également des consommations de rétinol, alors qu'on sait que pendant la grossesse, il ne faut pas abuser de certaines vitamines comme la vitamine A, il faut en prendre de manière équilibrée, mais pas forcément prendre des compléments alimentaires en plus pour certains nutriments. Donc ça nous a permis de faire un panorama de ce qu'il faut faire et pas faire, et dans quelle mesure la population des femmes enceintes actuellement suit ces recommandations. On a également travaillé chez les patients atteints de cancer, et donc on a posé un questionnaire spécifique sur la prise de compléments alimentaires. On s'est aperçu que chez ces patients-là, il y avait un grand nombre de personnes également qui consommaient des compléments alimentaires, 55% d'entre eux, avec là aussi beaucoup de magnésium, vitamine B6, vitamine C, mais aussi beaucoup de vitamine D. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait près de 14-15% qui avaient commencé à prendre des compléments justement après le diagnostic de leur cancer, avec des motivations qui étaient, comme dans la population générale, lutter contre la fatigue, etc., mais aussi, bien entendu, lutter contre le cancer, prévenir un second cancer, etc. C'est des choses qui étaient notées, alors qu'on va y venir après, le niveau de preuve là-dessus n'est absolument pas suffisant pour motiver une consommation de ces produits-là. Alors ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait dans une proportion importante, 35% des cas, les personnes ne discutaient pas du tout avec leur médecin, leur oncologue ou médecin généraliste ou autre, des compléments alimentaires qu'ils prenaient. Et ça peut, on va le voir après aussi, poser des problèmes, notamment d'interaction avec des médicaments, etc. Alors là aussi, on s'est aperçu dans cette population de patients atteints de cancer que les compléments alimentaires contribuaient fortement à l'apport nutritionnel total. Ce n'est pas des produits comme ça consommés de manière anecdotique, et ils représentaient notamment, chez ceux qui en prenaient, plus de 50% des apports en vitamine B6, vitamine E, vitamine B12 ou encore vitamine D. Alors, ce qu'on a essayé de chiffrer là, dans cette population de patients atteints de cancer, c'était les prismes considérés, nous, comme potentiellement à risque. À risque par rapport à ce qu'on connaît dans la littérature scientifique actuellement. Alors, je vais vous expliquer les deux premiers points là dans quelques diapos, mais on avait donc 18% des patients atteints de cancer prenant des compléments alimentaires qui avaient des prismes que nous on a considérés comme étant à risque, comme par exemple des fumeurs qui prenaient du bêta-carotène, ou bien des patients atteints de cancer hormonodépendant qui prenaient des compléments à base de phytoestrogènes. On pourrait expliquer ça dans 2 minutes. Et on avait également un certain nombre d'associations entre certains compléments alimentaires et certains médicaments qui ont été décrites dans la littérature comme étant à éviter, comme par exemple la vitamine E en association avec des anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires, ou encore de la vitamine B3 avec des statines par exemple. Alors, ça c'est ce qu'on a pour l'instant comme résultat dans la cohorte, et donc on a des projets en cours, et je vais vous en dire un mot ensuite, pour essayer de finalement faire le point sur qu'est-ce qu'on sait sur le lien à long terme de la consommation de ces produits-là, de ces compléments alimentaires, sur le risque de voir apparaître telle ou telle maladie. Alors je ne peux pas résister donc à l'envie de vous montrer quelques... Enfin voilà, quand on parle des liens entre compléments alimentaires et santé, on avait l'étude Suivimax à laquelle plusieurs d'entre vous ont participé et qui avait déjà commencé à poser cette question-là. Serge a rappelé tout à l'heure le principe de l'essai, donc on voulait comparer l'utilisation de compléments alimentaires à dose nutritionnelle tels qu'on peut les trouver dans l'alimentation pendant 8 ans, des antioxydants versus une capsule avec un placebo à l'intérieur, et puis voir quel effet ça pouvait avoir sur l'apparition des maladies à long terme, avec des résultats que vous connaissez, globalement des résultats plutôt favorables dans cette étude-là, qui ont montré une réduction du risque de cancer et de la mortalité chez les hommes, pas d'effet sur le cardiovasculaire, et aucun effet chez les femmes. L'interprétation qui en avait été faite, c'était que vraisemblablement, et ça rejoint ce que je vous montrais là sur Nutrinet, les femmes avaient déjà, dans cette étude, et on a pu le vérifier, des apports alimentaires qui étaient suffisants, qui avaient une alimentation plus équilibrée que celle des hommes, et qui vraisemblablement, du coup, n'avaient pas de bénéfice supplémentaire à prendre une capsule avec des vitamines minéraux. Alors, après, les questions que ça posait, donc globalement, il y avait des pistes plutôt favorables, mais on a quand même observé dans certains sous-groupes de population, notamment des personnes qui pouvaient potentiellement être plus à risque de cancer, qui avaient un taux de prostate spécifique antigène, par exemple, plus élevé à la base, qui pouvait dénoter d'un cancer de la prostate latent, par exemple. On a noté que la supplémentation était associée, pas de manière très importante, mais potentiellement à une augmentation de risque. Donc ça posait, cette étude-là par ailleurs, parmi d'autres, la question du bénéfice-risque de ces compléments et de leur effet en général, mais aussi dans des groupes de population plus spécifiques. Alors finalement, ce qu'on sait aujourd'hui sur les liens entre compléments alimentaires et risque de maladie, eh bien pas grand-chose. Je vous montre ici l'exemple du cancer. Une chose dont on est sûr, il n'y en a pas beaucoup, une chose dont on est sûr à l'heure actuelle,
risque de cancer du poumon et également du cancer de l'estomac, et ce en particulier chez les fumeurs ou chez les personnes qui auraient été exposées à l'amiante dans le cadre professionnel par exemple. Ça a été reconnu par expertise collective, je cite ici le rapport de l'INCa, l'Institut national du cancer, qui a montré ce lien-là. Alors, qu'en est-il à des doses plus faibles, telles que ce qu'on peut trouver dans les compléments alimentaires en France au bêta-carotène? Pour l'instant, on n'en sait rien. Qu'en est-il chez les anciens fumeurs? On n'en sait rien non plus. Donc, il y a un grand champ de recherche encore ici, mais on appelle vraiment à la prudence par rapport à la consommation de ces produits, notamment chez les fumeurs. Or, quand on regarde, alors le bêta-carotène, on le trouve souvent dans les produits solaires pour préparer la peau au bronzage, donc c'est surtout des consommations plutôt estivales et puis plutôt chez les femmes. Donc, quand on regarde en Nutrinet, chez les femmes consommatrices de compléments alimentaires en période estivale, eh bien, chez les fumeuses, on en a 11% qui nous citent prendre du bêta-carotène. Donc, voilà, on appelle à la prudence là-dessus. L'autre catégorie de compléments alimentaires pour lesquels on a là aussi une expertise collective qui s'est prononcée et qui appelle à la prudence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les compléments à base de phytoestrogènes chez les personnes à risque de cancer hormonodépendant, donc qui ont ce type de cancer, donc cancer du sein, cancer de la prostate par exemple, puisque ce sont des substances qui vont mimer l'action des oestrogènes qu'on a dans notre organisme. Et donc pour des cancers qui sont sensibles à ces hormones, à ces oestrogènes, on ne sait pas très bien ce que peut faire ce type de complément alimentaire. Donc là aussi, prudence. Après, pour tout le reste des compléments, eh bien, en fait, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on a des études qui ont été faites dans différents pays et qui ont soit montré des résultats plutôt favorables, plutôt protecteurs, d'autres qui ont montré des effets délétères et d'autres qui ont montré aucun effet des compléments alimentaires. Donc on a vraiment des études qui vont dans tous les sens. Et puis on commence à vraiment se poser des questions un peu plus fines, c'est-à-dire finalement est-ce qu'une même substance, on parlait du bêta-carotène, est-ce qu'elle aura le même effet à des doses telles qu'on les trouve dans l'alimentation ou à des doses beaucoup plus fortes? Est-ce qu'aussi une même substance aura le même effet lorsqu'on la prend au sein d'une matrice alimentaire complexe, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, ou bien isolée dans un complément alimentaire? Ou encore, est-ce que une même substance aura le même effet chez tout le monde? Et notamment chez les fumeurs, les non-fumeurs, chez les personnes qui prennent ou non tel ou tel médicament, chez des malades ou pas. Donc toutes ces questions font que le tableau est assez complexe, mais en tout cas, devant l'engouement du monde occidental face à ces compléments alimentaires, il est vraiment urgent d'en savoir plus. Là, je vous ai détaillé l'exemple du cancer, c'est la même chose, en tout cas sur une maladie cardiovasculaire ou sur d'autres pathologies chroniques, où le niveau de preuve est encore trop faible pour recommander quelques supplémentations de ce sort. Et donc, dans ce but, on a mis en place là depuis très récemment dans l'étude Nutrinet Santé un projet que nous on appelle en interne le projet Quantica, qui vise justement à étudier les relations entre la consommation de compléments alimentaires et l'apparition des pathologies à long terme. Un point important parce qu'on voit que vous posez certaines fois, vous en général, en Nutrinet des questions sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore de résultats sur le risque de maladie, etc. dans la cohorte. Eh bien, jusqu'à présent, et vous le voyez aujourd'hui, on vous présente surtout des résultats sur la description des comportements alimentaires, des prises à risque, pas à risque, ou bien vous verrez d'autres exemples sur les déterminants des comportements tout à l'heure. Il était encore trop tôt jusqu'à présent pour vous parler du lien avec l'apparition des maladies, puisque l'étude ayant commencé en 2009, eh bien on commence à peine maintenant, depuis cette année, et puis bien sûr on va continuer à regarder le lien avec l'apparition au fil du temps des différentes maladies. Donc ce projet-là va vraiment servir à regarder les liens nutrition et cancer dans un premier temps, une étude financée par le Cancéropole Île-de-France, mais également le lien avec les autres maladies. Donc finalement, ce que vous devez retenir de cette présentation, ce qu'on appelle le take-home message dans les congrès scientifiques, c'est vraiment que dans l'état actuel des connaissances, et sauf indication médicale, évidemment, si votre médecin vous dit on fait un dosage, vous avez une carence en fer, prenez tel ou tel médicament ou complément, à ce moment-là, il faut le faire, on ne se substitue pas du tout à ça. Mais sinon, dans l'état actuel des connaissances et dans la population générale, prudence quant à la consommation de compléments alimentaires. Et ce qu'il faut surtout essayer, c'est plutôt de privilégier une alimentation équilibrée qui vous amènera tout ce dont vous avez besoin pour couvrir vos besoins nutritionnels. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette thématique compléments alimentaires et santé, il y a un numéro de Sciences et Santé de janvier 2015 que vous trouvez facilement sur Internet. C'est la revue de l'INSERM, qui est très bien fait, qui a fait un numéro spécial sur le complément alimentaire, qui fait le point sur tout un tas de choses très bien faites. Et puis après, il y a des petits formats courts d'émissions, type Allo Docteur ou Votre Santé m'intéresse BFM, où là aussi on fait le point sur les grandes questions liées aux compléments alimentaires et vous retrouvez tous les liens sur le site de l'étude Nutrinet. Et
Et donc le dernier message, le deuxième take-home message très important, c'est merci beaucoup pour votre participation, pour les résultats que vous nous permettez d'avoir, et puis